microbiote, c'est juste en bas, le haut-parleur. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je vais mettre les petites lunettes pour regarder. Béatrice, bonsoir. Marie-Thérèse, oui. Bon, bah c'est super. D'accord, ok, parfaitement. Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas... Non, c'est vraiment facile de m'entendre. Ok, super. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous, à toutes, parce que bon, toujours dans les conférences de nutrition, on a toujours un maximum de femmes, mais souvent, on a des messieurs aussi qui s'intéressent de plus en plus à la nutrition. Donc, d'abord, je vais commencer à me présenter. Donc, je suis gastro-entérologue de formation. J'ai commencé par faire de la gastro-entérologie conventionnelle, mais avec toujours une petite dominante de diététique quand même qui a été en fait apportée par mon enfance. Hein, voilà, donc j'avais une maman qui était diététicienne et donc du coup j'étais quand même très tournée vers la diététique et j'ai travaillé très vite avec les techniques Kousmine et donc j'ai toujours pensé que l'alimentation était très protectrice et très préventive. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'elle pouvait être aussi thérapeutique. Et c'est ce qui m'a intéressée. Et c'est pour ça que je me suis intéressée de plus en plus à l'alimentation, au traitement naturel pour traiter les pathologies, parce qu'en fait, ça correspondait à une demande de nos patients. Et en plus, c'était une médecine beaucoup plus intéressante parce qu'en fait, en traitant une pathologie, ben, moi, je voyais beaucoup de reflux, d'intestin irritable. Et finalement, il y avait plein d'autres pathologies qui disparaissaient en même temps qu'on faisait le traitement. Donc, c'est-à-dire que les douleurs articulaires disparaissaient, les problèmes de poids se régularisaient, les troubles de l'humeur se régularisaient. Donc, c'était une aventure fantastique. Et donc, effectivement, c'est comme ça que j'ai mis le pied dans la nutrition et la micronutrition. Voilà. Donc, je voulais remercier le laboratoire Physionate de nous permettre de discuter ensemble ce soir et d'avoir créé cette immense salle qui est entre vous et moi. Voilà. Donc, je vais lancer le webinaire. Hop. Voilà. Alors, si je vous parle ce soir du microbiote, c'est qu'en fait, c'est un sujet qui me passionne absolument depuis longtemps. Au départ, vous savez qu'on ne parlait pas de microbiote, on parlait de flore intestinale. Et que petit à petit, avec les connaissances, son nom a changé et c'est devenu le microbiote. Mais c'est l'ancienne flore intestinale. Le microbiote, le mot microbiote, ça veut dire micro, donc tout petit, et bio, la vie. Donc, vous voyez, son nom est très intéressant. Et donc, ce microbiote, il est passionnant à connaître parce qu'en fait, vous allez voir qu'il est impliqué dans tout, dans tous nos métabolismes, dans nos pathologies, dans tout. Donc, l'objectif de ce webinaire ce soir, c'est justement de vous montrer l'impact de ce microbiote sur la santé, aussi bien sur la prévention des maladies, mais sur le traitement des pathologies, c'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. La connaissance de ce microbiote, notamment le microbiote intestinal, parce que c'est le plus abondant, c'est très important parce que ça va permettre de comprendre comment il vit, qu'est-ce qu'il a besoin pour justement essayer de lui apporter ce dont il a besoin. Et on va voir que finalement, ses besoins rejoignent tout à fait les nôtres. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, quand on dit microbiote,
Souvent, dans la tête des gens, on parle des bactéries, et en fait, non, c'est l'ensemble de micro-organismes, aussi bien les bactéries, mais aussi bien les virus. Et on sait qu'actuellement, les virus sont beaucoup plus nombreux que les bactéries, mais on en parle moins, tout simplement parce qu'en fait, on connaît moins leur implication au niveau de l'écosystème digestif. Mais il y a aussi les parasites, il y a aussi les champignons, et tout ce petit monde-là va vivre dans ce qu'on appelle en écosystème, c'est-à-dire tout en harmonie, avec des implications les uns avec les autres, le tout dans un lieu spécifique. Voilà, c'est ça un microbiote. Alors, vous voyez, microbiote, ça ne veut pas dire simplement les bactéries de l'intestin. C'est beaucoup plus vague que ça. Et dans ce microbiote, il y a toujours un équilibre entre des bactéries qui sont protectrices et des bactéries, au contraire, beaucoup plus pathogènes. Donc, toujours une dominante de bactéries protectrices avec une petite quantité de pathogènes qui sont sous la dominance donc, de ces bactéries protectrices, et ce qui fait que finalement, ces bactéries pathogènes ne vont pas être offensives. C'est un peu comme ce qui se passe dans une population, hein, quand les méchants, les agressifs sont bien... quand vous avez des gens au-dessus d'eux qui peuvent les gouverner, ben effectivement, ils sont plus sages. Donc, ça se passe un petit peu pareil, en fait. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces microbes-là, ils étaient là avant nous, hein, au niveau de l'histoire de l'homme. Donc, les premiers hommes qui sont arrivés ont dû s'accommoder de cette circonstance et donc vivre directement avec ces microbes. Dans le temps, quand on parlait des microbes qui nous habitaient en conférence, on avait plein de gens qui revenaient nous voir le lendemain en disant « mais j'ai fait des cauchemars toute la nuit, je me suis imaginé que j'avais plein de petites bêtes qui grouillaient dans moi ». Mais il faut accepter, c'est comme ça, on a été conçus de cette manière. Et au contraire, vous allez voir qu'on a besoin de ces petits micro-organismes et donc ils sont utiles pour nous, notre santé, notre vie. Ces microbes, ils sont partout, pas que dans notre intestin, ils sont aussi dans le ciel, au niveau des nuages, où ils vont participer, par exemple, à la création de la pluie. Ils sont dans les océans, dans les parties les plus profondes même aussi de l'océan. Ils sont dans votre terre. Si vous faites du jardinage, vous avez aussi des bons microbes dans votre terre. Et puis, vous en avez aussi, bien sûr, dans les plantes, dans les légumes et dans les fruits. Il y a une très belle étude récente qui est sortie justement sur le microbiote des pommes et qui montre que quand vous avez des pommes bio, vous avez un microbiote qui est complètement beaucoup plus diversifié et beaucoup plus riche en bactéries bénéfiques que sont les lactobacilles et les bifides. Et donc, c'est pour vous dire que ce microbiote des végétaux dont on parle très peu, il est très important parce que ce sont toujours des sources qu'on apporte à notre organisme. Ces microbes sont partout au niveau de notre corps. Ils sont partout, c'est-à-dire ils sont aussi bien sur nos surfaces, sur la main, mais aussi sur le bras, sous les aisselles, partout. Ils sont aussi dans notre bouche, et là, il y en a beaucoup. Ils sont aussi dans notre œsophage, dans notre estomac. Là, il y en a moins. Pourquoi il y en a moins? Parce qu'il y a de l'acidité gastrique. Et c'est un mécanisme normal, physiologique, qui va réguler justement l'équilibre bactérien. Et s'il n'y a pas d'acide, ça va déséquilibrer tous les segments digestifs qui sont en dessous de l'estomac. Et donc, vous avez bien compris, l'intestin grêle et le gros côlon vont avoir un microbiote perturbé. La vessie, dans le temps, j'ai oublié de vous dire que les questions, s'il vous plaît, vous me les poserez à la fin, parce que c'est vrai que quand je suis concentrée sur mon diaporama, je ne lis pas les questions parce que je suis concentrée. Donc, je les regarderai à la fin. Voilà. Au niveau de la vessie, longtemps, la vessie a été considérée comme stérile. Et puis, on s'est rendu compte que même la vessie était habitée. Hein, donc, on n'a aucune zone de notre corps qui n'est pas habitée. C'est tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à la mettre en évidence avec les cultures qu'on pratiquait. Le sang aussi contient des micro-organismes. Et pourtant, on ne fait pas de septicémie. Hein, donc,
Et puis les poumons, aussi dans le poumon, ça fait pas longtemps qu'on travaille sur le microbiote pulmonaire. On savait pas trop, on pensait que les poumons aussi étaient stériles. Et puis le cerveau aussi n'est pas stérile, il est habité aussi. Donc c'est pour vous dire que tout notre organisme est habité. Alors, ces micro-organismes, ils abondent partout dans notre corps humain, mais essentiellement au niveau de notre intestin. Là, ils sont extrêmement nombreux. Là, vous avez une vue de coloscopie sur l'écran. Vous voyez que l'intestin, il est très beau, très rose, très propre, parce qu'effectivement, les gens, pour passer une coloscopie, subissent c'est pas un lavement, si on peut dire un lavement interne, quoi, voilà, avec les préparations PEG. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, on a des images qui sont très jolies. Vous voyez l'intestin tout rose avec le conduit, les petites ostrations, et puis la lumière qui va vers le fond, etc. La petite zone noire au fond, ben, c'est la lumière vers laquelle on va s'avancer avec le tube. Et vous voyez bien qu'on ne voit pas ces microbes parce que ben, ils sont tout petits, hein, ils sont vraiment microscopiques. Alors, ces microbes, justement, c'est intéressant de savoir qu'ils ne s'implantent pas n'importe où. C'est-à-dire qu'ils vont choisir, ils font comme nous, hein, ils vont choisir un endroit où ils vont pouvoir vivre et se multiplier. Pour ça, il faut qu'ils mangent, qu'ils se nourrissent. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils choisissent l'endroit de notre corps où ils pourront trouver une nourriture qui sera adaptée à leur multiplication, à leur croissance. Alors, ça va être fonction de l'alimentation, du type d'alimentation. Alors, dans l'intestin, effectivement, les fibres alimentaires, on n'aura pas les mêmes germes si on mange plus de fibres alimentaires que si on mange de la viande, parce que ça ne sera pas le même microbiote. Alors, les microbes choisissent aussi le milieu d'humidité, c'est-à-dire si ce sont des zones humides ou si c'est au contraire des zones sèches, comme par exemple la peau. Alors, les aisselles qui sont des zones humides, donc on n'aura pas le même microbiote au niveau des aisselles que sur les bras, par exemple. En fonction de notre génétique, ils ne vont pas s'implanter de la même manière, et en fonction aussi de notre état inflammatoire. C'est-à-dire que plus l'intestin est enflammé, par exemple, je pense aux intestins irritables, donc c'est une mini-inflammation. Je pense aux maladies de Crohn, où là, vous avez une inflammation plus importante. Et là, dans ces états inflammatoires, ben, le microbiote ne peut pas s'implanter de la même manière. C'est-à-dire certains bons microbes auront des difficultés pour s'implanter et c'est à cause de cet état inflammatoire. Donc, vous voyez, ça dépend de beaucoup de conditions. Donc, on est habité et on diffuse nos microbes partout, c'est-à-dire en parlant, en toussant, en éternuant. L'homme vaporiserait un nuage de 37 millions de bactéries par heure. Vous voyez que c'est énorme. Donc, en fait, il se passe un véritable trafic bactérien. Les microbes vont bien sûr se balader en dehors de nous. Ils sont partout. Ils sont dans l'air. On les retrouve dans l'air. On les retrouve sur les poignées de porte, surtout par exemple lorsqu'on a touché les poignées de porte. Donc on apporte les microbes de notre main sur les poignées de porte, sur les interrupteurs, sur les surfaces des meubles. Et avec nos pieds, on va amener des microbes sur le sol, voilà, donc qui vont s'implanter, enfin qui vont au moins se disposer sur le sol. Quand on se déplace, on se déplace avec eux. Hein, c'est avec notre petite tribu qu'on emmène partout. Et eux, par contre, ils envahissent les lieux en moins de 24 heures. Ils sont fabuleux parce qu'ils sont chez eux partout. Ils s'installent à grande vitesse. Par contre, n'oubliez pas, ce que je vous ai dit au départ, ils ne vont pas s'implanter n'importe où. Puisqu'après, ils vont choisir leur lieu. Ces échanges de microbes, on les a avec toutes nos relations, nos amis. On les fait aussi avec nos enfants. Avec les animaux domestiques, on échange aussi des microbes. Mais le plus, bien sûr, on échange des microbes avec son partenaire de vie. Quand on épouse en même temps sa tribu de microbes. Et là, une réflexion que je me suis faite. Étant donné que le microbiote est impliqué dans le cancer colique, on fait toujours des dépistages, vous savez, aux gens qui ont des antécédents familiaux, c'est-à-dire des parents ou des enfants qui sont atteints de cancer colique, mais on ne parle jamais du conjoint. Et je me pose toujours la question, je me demande toujours, est-ce que finalement, un antécédent de colique chez un individu, est-ce pas un facteur de risque pour son conjoint? C'est une question.
Alors, ces microbes, longtemps, on a voulu les tuer parce qu'en fait, on pensait que tous les microbes étaient pathogènes. Et on s'est rendu compte que finalement, ils étaient indispensables à notre bonne santé. Quand les chercheurs ont travaillé sur des petites souris stériles de laboratoire, c'est-à-dire qui n'avaient pas de germes dans leur type digestif, ils se sont rendus compte que ces petites souris allaient mal développer tout leur système immunitaire et développer moins bien aussi l'intestin qui est toujours immature à la naissance. Et donc cet état-là va aller créer plus de fragilité, plus d'infections, plus d'allergies, plus de réactions au stress, etc. Donc en fait, ça a perturbé complètement le fonctionnement de notre organisme. Donc en fait, nous avons besoin de nos microbes. Nous établissons avec lui une relation intime sans nous en rendre compte finalement. Nous sommes en relation très intime avec ce microbiote. Et si on regarde de plus près finalement ce microbiote, ces bactéries, ces micro-organismes, etc., ils nous ressemblent. Ils nous ressemblent parce qu'en fait, ils sont là pour vivre et se multiplier. Ils vivent en communauté. Ils sont capables de dialoguer entre eux, bien sûr pas de la même manière que nous, mais par l'intermédiaire de molécules biochimiques. Ils ont une certaine intelligence. Regardez, ils sont capables, par exemple, de développer des résistances aux antibiotiques. Ils sont capables de développer des résistances. Ça montre quand même une certaine intelligence. Ils sont capables d'être gentils entre eux et de s'aider. Ils sont capables aussi de cruauté et de se détruire les uns les autres. Donc finalement, ils nous ressemblent. Alors, par exemple, les microbes qui veulent attaquer, qui sont pathogènes, peuvent dialoguer entre eux et se poser la question quand est-ce qu'on attaque pour pouvoir être tous en harmonie, s'ils sont en nombre suffisant, et donc ils vont s'alerter pour savoir à quel moment ils vont être en nombre suffisant pour pouvoir attaquer, par exemple. Et donc lancer une pathologie, par exemple une pathologie virale, une infection en tout cas. Ils dialoguent entre eux parce qu'ils peuvent aussi s'échanger des gènes. C'est-à-dire que si, par exemple, certains ne dégradent que les protéines pour s'alimenter, et puis que l'autre dégrade d'autres aliments, ils peuvent éventuellement se changer des gènes. Donc, ils peuvent s'aider, vous voyez. Ils possèdent énormément de gènes par rapport à nous, puisque vous voyez sur la diapo 600 000 gènes par rapport à nous, qui possédons que 23 000 gènes. Donc, en fait, eux, ils sont beaucoup plus riches en gènes que nous, et du coup, ils nous apportent ces gènes, parce que quand ils font partie de nous, ces gènes, on va pouvoir en profiter. Par exemple, pour des synthèses de protéines, d'hormones, d'enzymes, etc. Donc, ça va nous être utile, parce qu'en fait, ça va participer à notre fonctionnement. Quand les microbes sont méchants, on ne se pose peut-être pas assez la question, est-ce qu'on a suffisamment chouchouté les bons pour qu'ils nous défendent? Vous vous rappelez de l'équilibre au départ qu'on a vu, c'est-à-dire que s'il y a suffisamment de bons, les méchants ne peuvent pas exercer leur pathogénicité. Donc ça veut dire que peut-être on n'a pas suffisamment chouchouté les bons. Parce que si on imagine qu'on pourrait tuer tous les microbes, c'est ce qui se passait à un moment donné, on pensait, je vous disais tout à l'heure, que les microbes, on pensait que c'était tous des pathogènes et donc il fallait tous les éliminer. Alors les éliminer par exemple par des antibiotiques ou les éliminer par exemple par des désinfectants. Hein. Il y a beaucoup de désinfectants de surface, désinfectants, etc., de toutes sortes, qui vont vous permettre de tuer les microbes. Le problème, c'est qu'on va stimuler la croissance des microbes pathogènes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des choses, par exemple, les désinfectants, ce n'est pas des choses à faire dans toutes les situations. Il y a certaines situations où cela peut se comprendre, et puis il y a d'autres situations où il faut se ménager, notamment quand on est à la maison, par exemple. L'hygiène à l'extrême, ça diminue la biodiversité bactérienne. Et donc, par exemple, ça augmente le risque d'allergie. Donc, quand on dit que ça diminue la diversité bactérienne, ça veut dire que ça crée un déséquilibre dans le microbiote.
Donc, c'est peut-être qu'on est allé un peu trop loin, vous voyez, on voulait toujours tuer tout ce monde microbien. Maintenant, on a tendance de plus en plus à les inviter. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que, notamment dans notre extérieur, là où il y a des plantes, là où il y a la terre, etc., les arbres, etc., on a beaucoup de microbes très protecteurs, beaucoup plus qu'à l'intérieur des maisons. Donc, on a tendance à s'ouvrir vers l'extérieur et à les inviter davantage. On les invite de plus en plus à table, par exemple par le biais des aliments fermentés, par le biais des probiotiques, des probiotiques donc, qui sont des germes vivants qu'on apporte en supplément pour aider notre microbiote. La transplantation fécale, dont on dira un petit mot tout à l'heure. Et puis les chercheurs s'orientent aussi actuellement vers des objets habités. Objets habités, des jouets habités, par exemple, avec des billes, avec des petits recoins où on pourrait faire nicher des petites bactéries protectrices. Donc, par exemple, que l'enfant ou un anneau de dentition, par exemple, qui serait bourré de petits recoins où il y aurait des bactéries protectrices. Et donc, l'enfant, en suçant, par exemple, cet anneau de dentition, pourrait s'enrichir en bactéries protectrices. Voilà, donc tout ça, c'est à l'étude de recherche. Et en fait, il faut prendre conscience que non seulement il faut arrêter de les détruire, mais c'est parce qu'en fait, en grande partie, on est microbes. Nous sommes des hybrides, en fait, hybrides entre les primates et les microbes. Donc, il faut accepter cette symbiose, quoi. Enfin, en fait, on est un réel mélange. La deuxième grande partie de l'étude de ce microbiote, c'est de se dire maintenant, qu'est-ce qu'il fait réellement pour notre santé? Là, on a vu qu'est-ce qu'il était. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Il faut comprendre que dans la bouche, par exemple, vous avez 10 milliards de bactéries. C'est beaucoup parce que ça correspond à plus d'habitants qu'on a sur la planète. Mais dans l'intestin, vous en avez 100 000 milliards. C'est pour ça que les chercheurs s'intéressent de plus en plus à cette capitale de microbes qu'est l'intestin. Et vous voyez que le microbiote intestinal pèse 2 kilos et donc plus que le poids de notre cerveau. Donc c'est quand même assez impressionnant. On a chacun notre microbiote, un peu comme notre empreinte digitale, mais je vous rassure, c'est totalement modulable. Modulable par les facteurs de l'environnement. Déjà, il faut comprendre que lors de l'installation de ce microbiote va dépendre de beaucoup de facteurs, mais notamment de conditions de la naissance. C'est-à-dire qu'un bébé qui va naître de manière naturelle, il bénéficiera de microbes beaucoup plus protecteurs qu'un bébé qui va naître par césarienne. Et puis, bonjour le chat qui arrive sur mes genoux. Assieds-toi. Voilà. Et puis, vous avez l'allaitement. L'allaitement qui est un facteur aussi important pour que, par exemple, le bébé puisse bénéficier des bifides de la maman, donc de bactéries protectrices. Après, vous avez l'alimentation. L'alimentation est un facteur important aussi de modulation du microbiote. Donc, plus de fibres, plus de légumes, plus de céréales, de légumineuses. On verra tout à l'heure les aliments protecteurs et vous augmentez la population de bactéries protectrices dans l'intestin. Et inversement, les viandes, la charcuterie, etc., va augmenter la proportion de bactéries plutôt pathogènes. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir trouver un bon équilibre entre ces divers aliments. Les médicaments vont modifier le microbiote et il n'y a pas que les antibiotiques et que les IPP, c'est-à-dire les inhibiteurs de la pompe à protons qui sont antiacides, vous savez, qu'on donne pour les reflux. Il n'y a pas que ces deux classes de médicaments-là. Il y a aussi de très nombreux médicaments qui peuvent perturber le microbiote. Et puis, le stress, le manque de sommeil, enfin bon, il y a beaucoup de choses, comme on va le voir tout à l'heure, qui peuvent modifier ce microbiote. Ce microbiote, il a un rôle extrêmement important pour nous défendre des microbes pathogènes, bien sûr. Il utilise pour ça une véritable et étonnante stratégie de guerre. C'est-à-dire,
Ce microbiote protecteur intestinal va se placer dans des sites privilégiés qu'on appelle des sites d'accroche, qui sont un petit peu, vous voyez, des sites privilégiés au niveau de l'intestin, qui vont faire que quand ils vont être occupés, ben, ça va empêcher, par exemple, des pathogènes de s'y installer. C'est pour ça que je vous ai mis la stratégie de guerre avec les soldats qui sont dans les tranchées. Et puis, ce microbiote, il va bombarder l'ennemi, les pathogènes, avec des molécules chimiques, qu'on appelle des bactériocines, qui sont des sortes d'antibiotiques naturels que le microbiote fabrique. Et puis, il discute régulièrement, il peut appeler les alliés, les lymphocytes. Donc, vous voyez, il a une véritable stratégie étonnante. Il a une fonction très importante sur la protection de notre barrière intestinale. Vous savez ce que c'est que notre barrière intestinale? C'est cette barrière qui est faite d'une couche de cellules. Vous voyez la couche de cellules. Et au-dessus de cette couche de cellules, vous avez une importante couche de mucus, qui est un gel un peu viscoélastique, un petit peu, qui va protéger l'intestin des bactéries qui sont derrière la couche de mucus. Entre les cellules de l'intestin, vous avez des jonctions qu'on appelle des jonctions serrées, donc qui vont resserrer les cellules de l'intestin entre elles. Et puis, vous avez une certaine facilité à ce que les cellules se renouvellent pour justement que cette barrière reste bien étanche. À droite, sur l'écran, vous avez les villosités intestinales. Sur le dessin en bas, vous avez les villosités intestinales qui montrent que, vous voyez, l'intestin, il fait des replis. Et il fait des replis, donc il augmente sa surface. C'est important pour l'absorption intestinale des nutriments. Le microbiote, il augmente la protection muqueuse tout simplement en stimulant nos cellules à produire davantage de mucus. Je parle toujours du microbiote protecteur. Il est capable d'interférer sur les jonctions, donc justement de favoriser des jonctions bien fermées. Et quand il va se déséquilibrer, il va avoir tendance à les ouvrir. Et puis, donc, comme on a vu tout à l'heure, il favorisait le renouvellement cellulaire. Dès qu'il est déséquilibré, ce qu'on appelle la dysbiose, la barrière intestinale va être beaucoup moins efficace, la perméabilité va augmenter, donc les espaces entre les cellules vont s'augmenter et vont laisser passer des morceaux de bactéries qui vont passer directement, d'abord dans l'intestin, et puis après dans le sang. Et du sang, ils vont arriver directement au foie avant d'arriver dans la circulation générale et créer un état inflammatoire. Un état inflammatoire qu'on va retrouver dans toutes les maladies, avec des grades plus ou moins importants. Ce microbiote, il est essentiel pour notre immunité. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est important pour développer notre système immunitaire, mais aussi pour l'éduquer. C'est-à-dire que ce microbiote, il doit pouvoir nous défendre des pathogènes avec une immunité de type inné ou adaptative. Donc innée elle est faite directement par exemple par des éléments comme le mucus, comme la barrière intestinale, et adaptative parce que ce sont des éléments qui vont s'occuper de toute bactérie étrangère, toutes. Alors que l'immunité adaptative, ça va concerner les lymphocytes qui vont justement pouvoir attaquer des microbes particuliers parce qu'ils les auront connus au préalable et ils sauront fabriquer les bons anticorps pour justement lutter contre ces microbes étrangers. Et puis la deuxième fonctionnalité importante de notre immunité, c'est justement la tolérance. Vous voyez cette ambivalence entre l'immunité qui nous défend et cette tolérance, c'est-à-dire cette importance de pouvoir tolérer justement,
les micro-organismes de notre propre flore, c'est-à-dire ne pas développer d'intolérance à notre propre flore intestinale et ne pas développer d'intolérance contre les protéines, par exemple, alimentaires. Et donc, on voit qu'effectivement, le microbiote va être impliqué dans les intolérances alimentaires. Ce microbiote, de par sa grande richesse en enzymes, eh ben, il va participer à la digestion. Et notamment, il va nous aider à digérer les fibres que nous, on ne sait pas digérer. Donc, il va digérer ces fibres grâce à tous ces petits enzymes qu'il possède. Alors, comment ça se passe justement pour digérer les fibres? Les fibres, vous savez que ce sont des enchaînements de sucre, mais qui ont des lésions si particulières que nous, on ne peut pas couper ces lésions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de nos bactéries pour pouvoir dégrader nos fibres. Donc, et c'est pour ça que les fibres arrivent au niveau du gros intestin, parce que justement, on n'a pas pu les digérer avant, et on n'a pas pu les découper avant, et donc les absorber. Donc elles arrivent au niveau du gros intestin, et là, elles vont être prises en main, en charge par les bactéries de l'intestin. Ces bactéries, ce microbiote, il va travailler un peu comme dans une usine, c'est-à-dire que c'est un travail en chaîne. Donc, sur le schéma, vous voyez fibres qui donnent butyrate, acétate, propionate. En fait, entre les fibres et butyrate, acétate, propionate, il y a tout ce travail de ces différents groupes de bactéries qui vont travailler les uns derrière les autres, un peu comme dans une usine. C'est pour ça que je vous ai mis le schéma de l'usine. C'est-à-dire qu'un groupe, le premier groupe va commencer à dégrader les plus grosses fibres. Après, vous avez un autre groupe qui prend la suite et qui va dégrader les fibres qui ont déjà été dégradées partiellement, etc., etc., pour arriver aux produits finaux qui sont le butyrate, l'acétate, le propionate, qui sont des acides gras à courte chaîne qui ont un rôle extrêmement important pour notre santé, tant au niveau de l'immunité que de l'inflammation. Voilà, donc on s'est rendu compte ces dernières années qu'effectivement, par exemple, notamment le butyrate, il avait un rôle très important, donc non seulement pour la protection de l'inflammation, une meilleure immunité, mais aussi pour la protection de notre barrière intestinale. Au passage, bien sûr, ces bactéries, elles travaillent, mais elles s'en nourrissent. C'est-à-dire que les bactéries qui vont couper, par exemple, les grosses fibres, au passage, elles vont se nourrir aussi des fragments. Et puis, les bactéries suivantes qui vont couper les moyennes fibres vont se nourrir aussi au passage. C'est toute une chaîne, donc toute cette chaîne de réaction. Bon, au cours de cette chaîne de réaction, les bactéries se nourrissent, bien sûr, pour pouvoir croître et se multiplier. Ce microbiote est capable aussi de fabriquer des vitamines, et notamment de la vitamine K, surtout la vitamine K2, qui est importante pour notre santé et pour nos os, la vitamine B12, belle source de vitamine B12, notre microbiote, et puis des tas de vitamines B comme la biotine, la B9, la B5, etc. Donc une belle source de vitamines. Ce microbiote participe à la détox des molécules étrangères. Alors ça peut être les médicaments, ça peut être les polluants. Grâce à son système enzymatique extrêmement développé, il va dégrader donc ces molécules étrangères pour notre organisme. Il va les dégrader, mais tout va dépendre de la molécule initiale et du métabolisme que ça va nécessiter. Et donc, il peut rendre inoffensive la molécule étrangère, mais il peut aussi l'hyperactiver et donc elle pourrait devenir encore plus agressive. Donc, c'est le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas toujours encore l'effet de, par exemple, quand on donne des médicaments, qu'est-ce que va faire le microbiote avec ce médicament? Donc, tout ça, c'est à l'étude. Le microbiote dialogue avec tout l'organisme, en fait. Et il dialogue, bien sûr, avec le tube digestif, puisqu'il est niché là, mais il va dialoguer aussi avec tout le reste du corps humain. Et comment il dialogue? Par ces produits qu'il fabrique, vous avez vu tout à l'heure, par exemple, par le biais de ces acides gras courte chaîne qui sont issus de la dégradation des fibres. Vous voyez que là, c'est une méthode de dialogue avec tout le reste de l'organisme. Et puis aussi, il va dialoguer par l'intermédiaire de ces produits
qui le constitue, c'est-à-dire un bout de son enveloppe, un bout de sa petite queue qu'on appelle la flagelle, s'il a la flagelle, etc. Donc par des petits bouts d'éléments comme ça aussi, il peut discuter avec le reste de l'organisme. Par exemple, il dialogue avec le foie. Le foie, c'est une usine fantastique, une usine de fabrication, de synthèse, de stockage, etc. Mais c'est aussi une station d'épuration très importante. Et donc, le microbiote, il va avoir aussi son importance parce que, par exemple, quand je vous ai montré tout à l'heure, quand le microbiote est perturbé, quand il y a une dysbiose, vous avez la perméabilité de l'intestin qui va être perturbée et donc des petits bouts de bactéries vont traverser la barrière et ils vont arriver directement au foie par le système de la veine porte, qui est le tuyau bleu que vous voyez, arriver au foie et donc après, ça arrivera au niveau de la circulation générale. Mais vous voyez que le foie, dès qu'il y a une pathologie digestive, eh ben, c'est lui le premier organe intéressé par cette histoire. Et c'est vrai que, par exemple, tous les nutriments que vous allez absorber, tous les aliments que vous allez manger, tous les nutriments que vous allez absorber, ben, en premier, quand ils sont absorbés, ils vont arriver au niveau du foie. Donc, c'est lui qui va recevoir tout ça. Et donc, vous voyez qu'il est en première ligne. Et donc, très souvent, il faut penser aussi à le traiter quand on traite les intestins. Il dialogue aussi, bien sûr, avec le cerveau, ça vous en avez entendu parler. Il dialogue avec le cerveau, donc il modifie le comportement de l'individu. On va voir tout ça là. Il modifie la satiété, c'est-à-dire que lui aussi participe à la satiété. Il n'y a pas que le fait de manger lentement, et justement, ça tombe il met à peu près 20 minutes pour nous prévenir qu'il a assez mangé, quoi. Donc c'est un peu comme ce qu'on nous disait pour le temps de mastication. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui interviennent dans la satiété. Et puis aussi, il intervient dans les maladies neurologiques. Collins, c'est un gastro-entérologue canadien qui est très intéressant et qui a travaillé beaucoup sur le microbiote, les petites souris, le comportement. Et donc, par exemple, dans cette expérience-là, il a pris de l'eau de petites souris. Il a pris un lot de petites souris qui avaient un comportement plutôt timide, anxieux, et puis il a pris un deuxième lot avec un comportement très téméraire. Et il s'est amusé à inverser les microbiotes. Et en inversant les microbiotes intestinales, il a vu les caractères des petites souris s'inverser. Et là, ça a fait beaucoup de bruit dans la population médicale, parce que du coup, on s'est rendu compte, on s'est dit, mais finalement, quand on est stressé, quand on est angoissé, quand on se comporte de telle manière, etc., finalement, c'est nous ou c'est notre microbiote? Ben, vous voyez, la réponse, c'est les deux, quoi. Puisqu'on ne peut pas nous séparer l'un de l'autre. En fait, le microbiote intestinal, il est, de par sa proximité, si vous voulez, il est en relation, donc non seulement avec tout l'organisme, mais de manière plus intime avec l'intestin qu'il habite et avec le système immunitaire, puisqu'en fait, l'intestin, c'est le premier organe immunitaire de l'organisme. C'est là où vous avez le maximum de cellules immunitaires. Plus de 80% des cellules immunitaires logent dans l'intestin. Quand ce microbiote se perturbe, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. La dysbiose, donc, ça veut dire déséquilibre du microbiote. Ce déséquilibre du microbiote qui peut se faire, par exemple, sous l'influence des médicaments, sous l'influence du stress chronique, d'erreurs alimentaires, comme par exemple de l'excès de sucre, de l'excès de gras, de sel, sous l'effet des pesticides, des additifs, d'un transit perturbé, d'une infection intestinale aussi qui peut le perturber, etc. Donc, dès qu'il y a une dysbiose, automatiquement, augmentation de la perméabilité intestinale, comme on a vu tout à l'heure. Et dès que vous avez une augmentation de la perméabilité intestinale, on avait vu qu'il y avait des petits fragments bactériques qui traversaient et qui allaient créer quoi? Une inflammation. Et donc, à chaque fois que vous avez une dysbiose, à chaque fois, vous avez une augmentation de la perméabilité et vous avez une inflammation. Et ça, ce schéma-là, on va le retrouver dans toutes les pathologies. C'est-à-dire que ça va faire partie, en plus d'autres phénomènes, des maladies. Et ça va pouvoir créer des troubles digestifs, bien sûr. Mais ça, on y pense facilement. On se dit, bon,
les gens viennent nous voir, des fois ils nous disent, ben voilà, j'ai l'intestin qui va pas bien, c'est mon microbiote sûrement qui va pas bien. Et puis, vous avez aussi le risque d'infection urinaire, de troubles du sommeil, de troubles de l'humeur, des troubles articulaires, etc. Alors, au niveau des pathologies digestives, bien sûr, vous avez intestin irritable, maladie de Crohn, rectocolite. Tout ça, ce sont des maladies dans lesquelles le microbiote est perturbé. Vous avez toutes les maladies métaboliques dans lesquelles le microbiote est perturbé. Donc, tous les excès, l'excès pondéral, que ce soit obésité, mais même surpoids, puisque les deux s'accompagnent de dysbiose. Mais vous avez aussi la graisse abdominale. Et si je vous ai mis cette photo, c'est pour vous dire, vous faire un petit signalement, vous dire attention, les gros ventres. Vous avez des gens qui, quand ils montent sur la balance, bon, ce ne sera pas le cas de ce monsieur-là, mais quand ils montent sur la balance, ils n'ont pas forcément un poids important. Ils ont un gros ventre. Donc ça va se mesurer avec le périmètre abdominal. Et la présence de ce gros ventre, eh ben, ça signe une dysbiose et c'est une obésité abdominale. Et donc, ça doit se traiter comme une obésité. Parce que sinon, on va risquer d'évoluer vers la stéatose, c'est-à-dire le foie gras, puisque vous avez vu que était en première ligne par rapport à l'intestin. La stéatose peut évoluer vers la cirrhose. Elle peut évoluer après vers le cancer du foie. Dans ces maladies métaboliques, vous avez aussi toujours un risque de diabète, de troubles de lipidiques, etc. Au niveau du cerveau, ce microbiote, quand il est perturbé, il peut perturber la réponse au stress. Donc ça veut dire que on peut être davantage énervé qu'on le serait si on avait un bon microbiote. Donc vous voyez comment il participe. Il peut augmenter l'anxiété et la dépression. Et il est impliqué dans le Parkinson, dans l'addiction, dans l'Alzheimer, etc. Il est impliqué et sûrement il fait partie d'autres. Il y a d'autres causes aussi pour expliquer toutes ces pathologies, mais en tout cas, il est impliqué. Donc, vous voyez un peu le cercle vicieux qui se passe, parce qu'en fait, on sait que l'anxiété déséquilibre le microbiote, mais que quand le microbiote est perturbé, il favorise l'anxiété. Donc, vous voyez, on est dans un cercle vicieux qu'il est difficile des fois de en sortir. Et puis après, bon, le microbiote, il est impliqué de plus en plus dans plein de maladies, notamment dans l'hypertension artérielle, l'ostéoporose, les cancers. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas l'élément causal unique, hein, il est impliqué avec d'autres facteurs. Les maladies articulaires, des maladies de peau, les allergies, etc. Il est impliqué dans toutes ces pathologies. Et si on essaye de faire le lien, si vous voulez, entre ce microbiote et toutes les maladies, l'ensemble des maladies qu'on a citées, c'est-à-dire les maladies qu'on rencontre à l'heure actuelle, on se rend compte que finalement, quand on regarde la composition de ce microbiote, on se rend compte que le point commun entre toutes ces maladies actuelles, c'est la perte de la biodiversité microbienne. C'est-à-dire qu'il y a moins de biodiversité, moins de variété, de richesse en bactéries. Et ça, on a perdu beaucoup au cours du temps par rapport aux premiers hommes. Et cette baisse de la biodiversité microbienne, moi, m'a fait penser tout de suite à ce qui se passe au niveau de notre planète, qui est aussi malade. Malade avec une baisse de la biodiversité. Donc, en fait, notre santé, elle est liée à celle de notre microbiote intestinal. On a compris qu'il faisait aussi la pluie et le beau temps sur notre santé. Et donc, il fallait bien s'en occuper. Alors justement, on va essayer de regarder quels sont ses besoins pour essayer de voir et s'adapter le plus possible, c'est-à-dire à la fois le bichonner, mais nous bichonner aussi en même temps, parce qu'aussi on a besoin de se faire plaisir aussi. Alors effectivement, quand on reprend les études de sel des Africains, par exemple, c'était une étude qui montrait la différence entre la composition du microbiote à Burkina Faso en Afrique par rapport à une population européenne, effectivement, on voyait bien sur les schémas qu'on n'a pas du tout les mêmes couleurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même composition bactérienne, on n'a ni la même richesse, ni la même composition bactérienne. Donc en fait, le microbiote, il diffère bien selon la nourriture qu'on absorbe, parce qu'eux consomment une nourriture extrêmement riche en fibres. Effectivement, l'alimentation du microbiote protecteur, c'est en premier les fibres.
Alors, les fibres qu'on va voir, on va détailler, qu'on va trouver dans beaucoup d'aliments. Vous avez une deuxième classe très protectrice, ce sont les antioxydants et notamment les polyphénols qui font partie donc des antioxydants majeurs. Vous avez les oméga 3. Les oméga 3 et les polyphénols, ils enrichissent le microbiote comme si c'était des fibres sans être des fibres. C'est-à-dire qu'ils ont la même action. Ils favorisent la multiplication, la croissance bactérienne comme si c'était des fibres. C'est assez passionnant. Et puis, vous avez les protéines végétales qui sont très protectrices, peut-être aussi parce qu'elles contiennent beaucoup de fibres par rapport aux protéines animales. Alors, dans les fibres, vous avez plusieurs types de fibres. Vous avez des fibres qui sont davantage prébiotiques. Là, vous voyez une autre notion par rapport à probiotique, où je vous ai dit tout à l'heure que probiotique, on apportait des germes vivants. Là, vous voyez, ce sont des prébiotiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des très bons aliments pour nos bactéries protectrices. C'est ça le terme de prébiotique, ce sont des aliments pour bactéries. Donc, dans ces fibres prébiotiques, vous avez les fructanes. Et dans les fructanes, je vais vous citer quelques exemples, comme par exemple les asperges, les endives, les artichauts, la racine de chicorée, la racine de pissenlit, mais aussi la feuille de pissenlit, les topinambours, l'oignon, l'ail, les poireaux. Vous vous êtes rendu compte que ce sont souvent effectivement des aliments qui vous donnent des gaz. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'en fait, effectivement, les bactéries travaillent et fermentent ces types d'aliments. Après, on n'est pas obligé de manger une assiette entière de topinambour parce que le topinambour, il est extrêmement riche en inulines, justement, en ces fibres-là. Et donc, comme il est très, très riche, il suffit peut-être d'en mettre un tout petit peu mélangé aux autres légumes et peut-être pas forcément de faire une assiette entière. C'est pour ça que les gens ont du mal à supporter les topinambours parce qu'ils veulent trop en manger d'un coup. Et puis, dans ces fibres prébiotiques, vous avez une autre variété qu'on appelle les amidons résistants. Ces amidons résistants qui vont apporter donc à manger à nos bactéries protectrices, vous avez la banane plutôt verte que la banane très mûre. Mais vous avez aussi la pomme de terre, la châtaigne, les céréales complètes et les légumineuses. Et encore plus, si pommes de terre, châtaigne, céréales et légumineuses, vous les faites cuire et vous les gardez au réfrigérateur et le lendemain, vous les sortez, ou 1 heure ou 2 heures après, vous les ressortez et vous les mangez ou légèrement tiédis à peine, pour pas justement remodifier encore cet amidon, qui s'est transformé grâce à son passage au froid. Et donc, le fait d'avoir passé, par exemple, ces pommes de terre au réfrigérateur, vous avez modifié la structure de la pomme de terre, vous avez rendu l'amidon beaucoup plus résistant à la digestion. Et donc, du coup, s'il résiste à votre digestion à vous, en tout cas, il va plaire à nos bactéries intestinales. Et là aussi, c'est pour ça que les pommes de terre qui sont refroidies vont être beaucoup plus intéressantes au niveau de leur index glycémique parce que finalement, on peut moins bien les digérer, nous, et les absorber. Donc, du coup, ça va servir d'aliment pour nos microbiotes. Pas une raison non plus pour manger que des patates. Les fibres probiotiques, vous avez aussi les bêta-glucanes. Et là, les bêta-glucanes sont des fibres très intéressantes. Et finalement, si on regarde bien, il n'y a pas tant que ça d'aliments qui sont riches en bêta-glucanes. Et donc, finalement, si vous n'avez pas de bêta-glucanes dans votre alimentation, vous allez ne pas avoir certaines bactéries qui vont consommer, par exemple, que des bêta-glucanes. Et dans les bêta-glucanes, vous avez l'avoine, les flocons d'avoine, le son d'avoine, vous avez l'orge, vous avez le seigle et vous avez les champignons shiitake. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment des aliments que les gens consomment beaucoup, sauf ceux qui prennent des mueslis le matin, peut-être avec des flocons d'avoine. Mais sinon, donc l'alimentation est souvent carencée en bêta-glucanes. Et puis après, vous allez me dire, et les autres fibres, qu'est-ce qu'on en fait? Les autres fibres qu'on va rencontrer dans les autres fruits et légumes, les légumes secs, les céréales complètes, les oléagineux, ils sont importants. Parce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été étudiés comme fibres probiotiques qu'il faut les supprimer de l'assiette. D'abord, certains vont sûrement peut-être un jour rejoindre les probiotiques, mais en tout cas, ce sont des fibres intéressantes et qui vont enrichir notre alimentation. Alors, pourquoi il faut varier notre alimentation en fibres? C'est-à-dire qu'il faut avoir différents types de fibres variées, parce qu'en fait, je vous expliquais tout à l'heure
que la fibre, elle est prise en charge en fonction de sa taille. Au départ, les gros fragments par certaines bactéries et pas par d'autres. Et puis après, la fibre moyenne par d'autres bactéries et pas par d'autres, etc. Et donc, vous imaginez que dans cette grande chaîne de réaction pour arriver au produit final, que sont les acides gras courte chaîne, qui sont extrêmement importants pour notre santé, ben, vous imaginez bien que s'il manque un chaînon, c'est-à-dire si vous avez des bactéries manquantes dans ce beau schéma, eh ben, vous ne pourrez pas arriver aux produits finaux. Donc, il nous faut une biodiversité. Et c'est pour ça qu'il faut diversifier les fibres. Dans les antioxydants, on a parlé tout à l'heure des polyphénols. Et les polyphénols, ben, vous allez les retrouver dans l'huile d'olive, par exemple, dans les fruits rouges, dans les agrumes, dans les choux, notamment les brocolis. Vous les avez aussi dans les artichauts, dans les herbes aromatiques, les épices, le thé vert, le chocolat. Ça, il n'y a pas besoin de vous le signaler, vous le savez. Mais voilà, vous avez beaucoup d'aliments qui sont riches en polyphénols. Et puis, vous avez ces acides gras oméga 3. Et le problème des acides gras oméga 3, ben, c'est que la population est carencée actuellement en oméga 3. Tout simplement parce que les gens consomment trop de graisses saturées, trop d'oméga 6 et donc pas assez d'oméga 3. Quand ils consomment de l'huile d'olive, ils s'imaginent qu'ils ont des oméga 3. Pas du tout. Quand ils consomment de l'huile d'olive, ils ont des acides gras oméga 9 monoinsaturés. Mais ils n'ont pas d'oméga 3. Donc ça veut dire que l'huile d'olive est hyper intéressante parce que par sa richesse en polyphénol, par sa richesse en oméga 9, mais elle n'a pas d'oméga 3. Donc ça veut dire qu'il faut compléter l'alimentation en d'autres aliments oméga 3. Alors vous avez bien sûr les noix, vous avez l'huile de colza qu'il faut choisir toujours bio. Hein. Les huiles sont très importantes pour notre santé et il faut toujours les choisir bio, première pression à froid. L'huile de cameline, cameline c'est une cousine à colza un petit peu, c'est une plante un peu de la même variété et donc qui est très intéressante parce qu'elle contient 3 fois plus d'oméga 3 que l'huile de colza et donc tous mes patients qui consommaient des huiles plutôt d'olive parce qu'ils étaient soit producteurs, soit par goût, parce que effectivement en Provence on adore l'huile d'olive. Ben, l'huile de cameline c'est un bon compromis parce que ça permet de rester en prédominance en consommant de l'huile d'olive et rajouter un petit peu de cameline puisqu'on en rajoute bien sûr bien moins. 2 cuillères à café vont suffire, par exemple par jour à prendre au repas du soir pour avoir sa dose d'oméga 3. Et puis en végétal, vous avez le pourpier, vous avez la mâche. Alors bien sûr, ce ne sera pas les mêmes quantités de graisse que vous avez dans les produits gras. Et puis vous avez les petits poissons des mers froides qui sont sardines, maquereaux, etc., qui sont intéressants, à condition de ne pas les faire griller ou au barbecue, parce que sinon, vous perdez en qualité des oméga 3 qui sont très fragiles. Et donc, si on veut conserver la qualité des oméga 3, il faudra les cuire à très basse température. Alors, pourquoi justement on va favoriser ces oméga 3? Donc, non seulement pour notre microbiote protecteur, mais aussi pour nous, pour notre santé à nous. C'est-à-dire que ces oméga 3, ils vont avoir une action anti-inflammatoire. Comme vous le voyez sur le schéma, les oméga 6 et les oméga 3 travaillent en équilibre. Et quand vous avez trop d'oméga 6 dans l'alimentation, eh bien, vous avez moins la fabrication de ces oméga 3, vous voyez, qui vont être transformés en acides gras EPA, DHA. Alors, sur les carrés du haut, en fait, ils sont apportés par les huiles. Hein, donc, ce sont des oméga 3 végétaux que vous avez à droite, oméga 6 végétal que vous avez à gauche. Et notre corps est capable de les transformer grâce à des systèmes enzymatiques, parce qu'on a quand même aussi pas mal d'enzymes, en des acides gras à plus longue chaîne, qui sont pour les oméga 3 EPA, DHA, que vous trouvez directement si vous les consommez par l'intermédiaire des poissons des mers froides, ou alors les oméga 6, l'acide arachidonique, que vous avez directement en consommant de la viande. Donc ça veut dire que quand on consomme trop de viande, par exemple, vous voyez sur le schéma, on arrive directement à des molécules inflammatoires. Surtout si on n'a pas consommé à côté suffisamment d'oméga 3 pour réaliser cet équilibre qui est important pour notre santé. Donc, un équilibre très important à respecter pour nous et notre microbiote. Alors, je vous invite à faire un petit tour dans ma cuisine pour voir tout ce qu'on peut y faire.
Donc, on peut faire des aliments lacto-fermentés. Sur le petit carré à gauche, là où vous avez des petites tomates. Donc, j'ai fait des aliments fermentés. C'est pas ce que je préfère. Je préfère nettement la betterave, le chou, enfin les légumes râpés, les légumes un peu durs, etc. Je préfère nettement ça au niveau gustatif. À droite, complètement à droite, vous avez un kéfir un peu original, fait avec de l'ananas, du citron, des figues, etc. Mais je préfère nettement aussi le kéfir traditionnel avec juste les figues et le citron. Et donc ça, ce sont des sources de très bons probiotiques. Après, vous avez les graines germées au milieu, tout en haut. Et donc, vous avez les graines germées et juste en dessous, vous avez des micro-pousses, c'est-à-dire c'est le stade au-dessus des graines germées. Et là, ce sont des bombes nutritionnelles, comme on les appelle, c'est-à-dire c'est bourré de vitamines, de nutriments, de minéraux, etc. Donc, c'est extrêmement riche, donc c'est intéressant pour notre santé. Et puis, tout en bas, à gauche, sur le schéma, vous avez du kumquat que j'ai déshydraté, qui peuvent ressembler à des petits bonbons qu'on va sucer, etc., par exemple, mais ce n'est que du fruit séché avec le déshydrateur qui fait partie de ma cuisine, parce que avec le déshydrateur, on fait des tas de choses très intéressantes. On déshydrate à 40 degrés, donc c'est-à-dire qu'on respecte les enzymes, donc l'alimentation reste un petit peu vivante, entre guillemets, quoi. Alors, ce microbiote, eh ben, il apprécie l'activité physique, c'est-à-dire qu'il aime qu'on bouge. Et quand on bouge, eh ben, il est plus en forme. Il aime qu'on mange à heures régulières. Eh oui, il a des heures aussi. Comme nous, on a une chronobiologie, ben, lui aussi, il a une chronobiologie. Et ce n'est pas les mêmes bactéries qui s'alimentent au moment où on mange, ou au moment où on se repose, au moment où on dort, etc. Ce n'est pas les mêmes. Et donc, manger à heures irrégulières va perturber le microbiote. L'eau chlorée aussi, c'est pas terrible pour le microbiote, donc il va préférer l'eau non chlorée, parce que le chlore, ça détruit les bactéries. Il préfère aussi les boissons sans alcool. Et il aime bien qu'on dorme aussi à horaires réguliers, tout ça parce qu'effectivement, il a une chronobiologie. Alors, ce qu'il n'aime pas, il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas, mais beaucoup. Donc, il n'aime pas le stress chronique. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de gérer le stress, il n'aime pas du tout. Surtout que vous avez vu que lui aussi peut nous en créer. Il n'aime pas les sucres, notamment les sucres cachés, le fructose, les édulcorants, tout ça, il n'aime pas du tout. Ça le déséquilibre. Quand je dis il n'aime pas, c'est que ça le déséquilibre. Il n'aime pas les pesticides, ça aussi, ça le déséquilibre. Il n'aime pas les acides gras trans. Les acides gras trans, c'est ceux que vous allez trouver dans les viennoiseries, dans toute la pâtisserie, par exemple, industrielle. Il n'aime pas les cuissons à haute température, ça, on va en parler. On va en parler parce que c'est important et on n'en parle pas assez, les cuissons à haute température. Il n'aime pas les additifs. Et de plus en plus, on a des études qui montrent que les additifs perturbent le microbiote, augmentent la perméabilité de l'intestin. Donc, vous voyez, ce n'est pas des molécules anodines. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout. Le microbiote n'apprécie pas les produits toxiques de cuisson, c'est ce que je vous disais. Alors, par exemple, comme produit toxique, vous avez le benzopyrène qu'on trouve aussi dans d'autres situations, comme par exemple les fumées de cigarettes, etc. Mais c'est tout ce qui est viande grillée, viande au barbecue, tout ça. Ça, c'est des produits qu'il n'aime pas du tout, qui vont le déséquilibrer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jamais en manger, mais ça veut dire qu'il va falloir moduler et faire attention à ne pas prendre que ça. Il n'aime pas l'acrylamide. L'acrylamide, c'est un produit de la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est une très belle réaction biochimique qui vous permet d'un aliment blanc, par exemple comme un pain qui cuirait à la vapeur, par exemple. Et bien, quand vous le mettez au four à haute température, vous allez avoir quelque chose de doré, de croustillant, etc., de très appétissant, de délicieux. Mais voilà, c'est ça la réaction de Maillard. Donc, les frites, les chips, etc., tout ça, c'est la réaction de Maillard. Et ben, ça dégage des produits toxiques de cuisson qui ne sont pas terribles pour notre santé, qui favorisent la prise de poids, qui favorisent le vieillissement, qui ne sont pas forcément excellents aussi non plus pour le microbiote. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, il est quand même un petit peu difficile, ce microbiote. Donc finalement, si on regarde bien, tout ce qui est bon pour nous est bon pour le microbiote protecteur et inversement, mais ce n'est pas étonnant puisque je vous ai dit qu'on est en grande partie microbes. Donc on est microbes. Alors, si le microbiote il est malade,
On peut le soigner, bien sûr. On peut le soigner. On peut le soigner avec des antibiotiques. Il y en a de plus en plus de gastro-entérologues, de chercheurs, etc., qui commencent à travailler, faire des études avec les antibiotiques pour justement détruire la flore pathogène avant de lui apporter des germes bénéfiques. Alors après, bien sûr, quand on travaille plus avec les médecines naturelles, on a des plantes, on a des huiles essentielles qui sont très désinfectantes et qui peuvent aussi nous servir à traiter une dysbiose. Après, une fois qu'on a traité la dysbiose, on peut apporter des probiotiques. Les probiotiques, donc, ce sont ce qu'on a dit tout à l'heure, des germes vivants qu'on apporte à l'organisme. Alors attention, les probiotiques ne s'implantent pas. C'est-à-dire que quand vous prenez des probiotiques, hop, ils ne vont pas s'implanter puis rester là ad vitam aeternam, pas du tout. Ils sont là de passage, mais ils vont rendre service au microbiote qui est là pour l'instant. Donc, ils vont rendre service momentanément le temps de leur passage. Et donc, c'est déjà intéressant. Et puis, vous avez les prébiotiques dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ces prébiotiques qui sont des aliments qu'on apporte au microbiote protecteur, c'est-à-dire qu'on sait que quand on apporte ces prébiotiques, on va stimuler la croissance des bactéries protectrices. Plus on apporte des prébiotiques avec des fibres variées, plus on aura une augmentation de notre biodiversité. Et puis, vous avez la transplantation fécale. Alors, la transplantation fécale, il faut savoir qu'actuellement, elle n'est autorisée que dans une seule maladie, qui est la colite à Clostridium difficile, c'est-à-dire une colite sévère, qui, lorsqu'elle n'est pas résolutive avec les antibiotiques, elles peuvent devenir graves et mortelles. Et la transplantation fécale donne des résultats excellents. Donc, c'est pour ça qu'elle est pratiquée. Elle est pratiquée en général avec des donneurs de la famille. Mais elle n'est pas pratiquée systématiquement dans toutes les autres pathologies qui pourraient être intéressantes, là où on a vu que le microbiote pouvait être malade, tout simplement parce que c'est à l'étude. Et que quand on transfère des germes, on transfère en même temps des gènes, etc. Donc on peut modifier beaucoup de choses. Et donc c'est pour ça que pour l'instant, ça rentre que dans des protocoles particuliers. Donc c'est fait uniquement dans le cadre d'études pour les maladies de Crohn, les rectocolites, l'obésité, etc. En conclusion, quand le microbiote est perturbé, c'est-à-dire quand il est en état de dysbiose, vous avez toujours une baisse de la biodiversité, que je vous ai dit qu'on retrouve communément dans toutes les maladies actuelles. L'alimentation et tout notre mode de vie influencent le microbiote. Vous mangez de la charcuterie et beaucoup de viande pendant quelques jours sans manger de fibres, et en 24 à 48 heures, votre microbiote est transformé en microbes pathogènes. Ça va très vite. Ça va beaucoup plus vite à le déséquilibrer qu'à l'équilibrer. Donc ça veut dire que quand on consomme des aliments dont on sait qu'il aime moins, il va falloir à côté lui apporter des fibres pour protéger justement et stimuler le bon microbiote. Donc toujours apporter des fibres à côté. Je suis sûre que les traitements de l'avenir seront basés sur les microbes. Ça peut être que comme ça, à mon idée. Mais la recherche évolue rapidement et tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, bien sûr, ça sert de base, mais ça va encore s'amplifier, s'enrichir, etc. Donc, il faudra suivre l'évolution. Bien sûr, on va travailler de plus en plus sur le virobiote. Le virobiote, donc c'est l'ensemble des virus qui nous habitent et ils sont extrêmement nombreux, plus nombreux encore que les bactéries. Et on pense que même certains virus, comme les bactériophages, qui sont des virus particuliers, ce serait peut-être eux qui qui favoriseraient l'action des bactéries. Donc, vous voyez, ça peut être important. Si vous voulez retrouver des chroniques santé, vous allez sur mon site Il va bien. Donc, Il va bien, ça veut dire information varoise, alimentation, bien-être. Et donc, de là, vous pouvez trouver effectivement des petites chroniques santé, mais aussi des fiches nutritionnelles à télécharger gratuitement ou à imprimer. Vous pouvez trouver donc ces petites chroniques santé sur lesquelles j'ai fait sur le microbiote et le poids. Par exemple, des microbiotes que j'ai fait, une petite chronique que j'ai fait aussi sur le microbiote de la pomme. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Voilà, vous avez à l'écran la fiche de mes livres si vous avez envie d'en savoir davantage, et notamment sur le microbiote. Le dernier livre, Maigrir en charmant ces bactéries, c'est pas uniquement
Le thème, c'est pas uniquement maigrir, mais c'est aussi connaître tout son microbiote avec tous les aliments protecteurs, tout ce qui protège, tout ce qui au contraire dérange le microbiote. Voilà, donc là, je vais pouvoir commencer à regarder votre chat. Est-ce que ça vous a intéressé déjà? Est-ce que c'était bien déjà? Est-ce que ça vous a plu? Alors, attendez, je reprends un peu tout. Donc là, c'était les bonsoirs. Voilà. Le jeûne intermittent, oui. Alors, le jeûne intermittent, Laurence m'a posé la question sur est-ce que le jeûne intermittent peut avoir une influence positive sur le microbiote? Oui, il peut avoir une influence. Du moment que c'est des jeûnes courts, hein, c'est là-dessus que j'ai étudié, moi. J'ai étudié sur les jeûnes courts et les jeûnes courts, oui, c'est intéressant. Et c'est intéressant pour les maladies, pour traiter les maladies métaboliques. Parce que vous avez des tas de gens qui ne savent pas faire des régimes parce que c'est trop difficile avec leur vie sociale, etc. Et ces jeûnes courts eh ben, vont rétablir la situation, rétablir leur microbiote et rétablir leur poids. Oui. La maladie de Birmer peut-elle être soignée grâce à un bon microbiote? Alors là, franchement, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'études sur la maladie de Birmer. C'est à voir, peut-être. Il faudrait chercher dans PubMed. Voilà, c'est vrai que c'est une maladie qui est un petit peu rare, mais pourquoi pas, bien sûr. Hein, vous savez, sûrement qu'il y a sûrement une influence du microbiote. Hein. Il n'y a pas que ça, mais il y a sûrement une influence du microbiote. Alors, j'ai des petits cœurs, c'est mignon, comme on voit, des petits pouces, super gentil. Oh, c'est super gentil. Oh, c'était top. Oh, merci Alexandre. Merci Geneviève. Merci Pizzanelli. Merci Cyril. Merci Marie-Carole. Merci Denis. Alors après, j'ai des questions sur le mégacolon. Alors le mégacolon, mégadolicocolon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve souvent chez les gens. Lorsqu'on fait des coloscopies, on arrive à trouver effectivement des mégacolons, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup travaillé dessus, mais il semblerait que le microbiote ait une influence sur la longueur du côlon. Mais bon, tout ça c'est à étudier. C'est vrai que j'ai plus branché mes études sur les maladies métaboliques et là, je suis en train même de travailler sur les cancers, c'est pareil, le microbiote est impliqué aussi dans les cancers, etc. Donc c'est vrai que c'est un large domaine. L'alimentation keto, bah attention, si il faut manger vraiment suffisamment de fibres hein, pour que le microbiote soit protecteur. Hein, c'est faire attention à pas trop consommer de viande, de produits gras, de fromage gras avec des graisses saturées, etc. Voilà. Comment on choisit ses probiotiques? Franchement, comment on choisit ses probiotiques? Bah, franchement, actuellement, c'est plutôt de manière un peu empirique. Ce qu'il faut, c'est choisir des probiotiques euh, qui contiennent beaucoup de bactéries. En général, ils contiennent tous des lactobacilles, des bifides, etc. Les probiotiques de demain seront beaucoup plus orientés vers d'autres types de bactéries, comme par exemple Faecalibacterium protenici, enfin des bactéries un peu spéciales. Mais là, pour l'instant, c'est surtout des bifides et des lactobacilles. Donc, franchement, prenez un bon petit labo qui vous avez confiance. Et puis, et commencer à travailler avec ce type de probiotiques et puis en avoir deux, trois labos. Et puis, je crois que la meilleure expérience, c'est que quand les gens les testent et puis vérifient que sur eux, que ça fonctionne bien. Et moi, je ne suis pas spécialement partisan de changer tant que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent c'est bien de changer, etc. Alors oui, c'est bien parce que vous apportez d'autres variétés de bifides, de lactobacilles, etc. Oui, c'est peut-être bien. Mais si ça vous réussit bien, moi, je dis gardez le même. Et puis, moi, je les utilise en traitement d'attaque, c'est-à-dire en utilisation tous les jours. Et puis après, quand la situation est rétablie, en entretien, c'est-à-dire 2, 3 fois par semaine, ça suffit amplement, notamment par exemple pour la prévention des pathologies diverticulaires. Voilà, je m'en sers beaucoup en entretien. Après, dans d'autres pathologies, on n'a peut-être pas forcément besoin. Une fois qu'on a résolu le problème, s'il n'y en a plus besoin, mais il n'y en a plus besoin. Donc, c'est vraiment adapté à la carte. Hein. Je crois que c'est très important d'adapter ça à la carte.
Bon, écoutez, c'est super. En tout cas, merci pour tous vos compliments. Alors, il y a des questions, je ne sais pas trop répondre. Est-ce qu'on peut soigner les bouffées de chaleur grâce au microbiote? Franchement, j'ai pas peut-être, mais je n'ai pas travaillé dessus. C'est vrai qu'il fait tellement, il est impliqué dans tellement de pathologies qu'on peut toujours se poser la question. Hein. Après, il faut faire ces petites recherches. Donc, vous savez, vous allez tous en PubMed. Hein. Vous tapez microbiote et puis vous à la côté la pathologie que vous cherchez et puis vous allez trouver. Hein. Mais c'est passionnant. Hein. Mais on n'a jamais fini. Hein. Dès qu'on commence à mettre le nez dans PubMed et dans la recherche, en fait, on se rend compte qu'il est impliqué dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pathologies. Voilà. Écoutez, merci pour ceux qui me donnent beaucoup de compliments. Là, j'ai beaucoup de compliments, donc un grand merci à vous tous, ça me fait très plaisir. La situation sanitaire dans laquelle nous vivons, effectivement, n'est pas simple, hein, comme la question que me pose Laurence. Effectivement, elle n'est pas simple. On s'est rendu compte que les gens qui avaient des Covid graves avaient des microbiotes très perturbés, plus perturbés que ceux qui avaient des Covid légers. Donc, et sûrement que le microbiote est impliqué et sûrement qu'on ne s'en occupe pas assez justement pour pouvoir mieux lutter contre les infections. Après, tous ces gels qu'on utilise, etc., il faut les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que vraiment dans des situations où on ne peut pas faire autrement, mais quand on peut faire autrement et se laver simplement les mains avec un savon de Marseille, et ça suffit très bien quand on a la possibilité d'avoir une source et du savon à disposition. Donc je pense qu'il faut bien faire attention à bien différencier quand on est en extérieur et puis peut-être amener son propre gel. Vous avez des gels bio à l'heure actuelle qui ont les normes ANEF, et donc peut-être prendre des gels bio déjà qui sont moins offensifs pour l'environnement. Et effectivement, faire attention comment on les utilise, comment on jette les flacons après, etc. pour l'environnement. Effectivement, c'est tous ces masques qui sont balancés dans la nature, tous ces gels qui sont balancés dans la nature. C'est vrai que c'est une véritable catastrophe pour notre nature. Hein. C'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention à tout ça. Alors, il y a un autre système que la coloscopie, me pose Marie-Thérèse. La coloscopie, ça ne sert pas à voir le microbiote, hein, ça sert uniquement à dépister les maladies intestinales. Donc, ça sert à dépister des polypes. En faisant la coloscopie, on découvre des diverticules. On découvre donc les polypes qu'on enlève. On découvre des cancers d'intestin. On découvre des maladies inflammatoires du côlon. Voilà à quoi sert la coloscopie, donc à faire des dépistages. Mais ça ne sert pas à étudier le microbiote. Hein. Pour étudier le microbiote, il n'y a que les examens du microbiote à faire. Et pour l'instant, vous savez que malheureusement, c'est pas du tout de pratique courante, c'est pas remboursé et c'est pas de pratique courante. Voilà, c'est super intéressant en tout cas. Moi, je m'y suis intéressée, c'est super intéressant. Mais bon, malheureusement, c'est pas de pratique courante. Alors effectivement, les crucifères, ça pose un problème quand on souffre d'hypothyroïdie, me dit Maria, mais il suffit de ne pas non plus abuser et d'avoir une alimentation très variée, effectivement, donc ça peut modifier le métabolisme thyroïdien, mais il faut consommer les autres aliments et puis alterner surtout. Voilà, je crois que c'est surtout ça qui est important, c'est d'alterner, de varier, d'avoir beaucoup, beaucoup d'aliments. Je vous ai mis des exemples. J'ai voulu faire un diaporama très visuel pour que tout de suite ça vous frappe. Et plutôt que de voir des listes d'aliments, les voir en photo. Je pense que c'est plus parlant. Et donc, comme ça, effectivement, à vous d'agrémenter votre assiette et peut-être d'en lire un peu plus, parce que je n'ai pas pu tout vous dire, hein, bien sûr, juste en une soirée. J'ai voulu vous lancer des messages forts. Et dans Maigrir, vous allez trouver vraiment beaucoup, beaucoup de compléments à tout ce que je vous ai raconté sur l'étude du microbiote. En tout cas, merci Isabelle. Alors, est-ce qu'on peut prendre, Léla me demande si on peut prendre du kéfir en continu. Oui, à condition d'être raisonnable, hein, parce qu'il contient quand même un petit peu d'alcool. Hein. Donc, si vous prenez un verre par jour, c'est parfait. Oui. Recevez-vous en consultation? Oui, je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous dire en présentation que j'ai arrêté mon activité libérale du fait de mon âge, donc je suis à la retraite de mon cabinet libéral, mais comme je suis une passionnée, j'ai continué à travailler. Je prépare des conférences régulièrement
pour le public, mais aussi pour les professionnels de santé. J'écris des livres, et donc ça m'occupe énormément. Et quand j'ai un tout petit peu de temps, eh ben, je me suis orientée vers, bien sûr, la cuisine, hein, parce que c'est important. La cuisine, c'est une sorte de médecine. Et donc, je me suis aussi orientée vers le jardin potager, un jardin potager un petit peu particulier, orienté médecine et microbiote. Et donc, c'est hyper intéressant. Donc, mais il me manque du temps pour arriver à tout faire. Et donc, j'aurais même plus le temps de faire des consultations. Mais mon idée, c'est surtout, l'idée, c'est d'apprendre aux gens pour qu'ils puissent aussi se débrouiller et devenir aussi un petit peu leur propre médecin. Je crois que c'est très important de donner l'information pour que les gens puissent s'autonomiser de plus en plus, etc., et travailler de plus en plus sur la prévention pour avoir le moins possible besoin de la médecine, c'est tant qu'à faire. Hein. Comment savoir si notre microbiote est bon? Comment savoir si notre microbiote est bon? Eh bien, tout simplement, si vous êtes en super santé, si vous n'avez aucune maladie métabolique, si vous avez vraiment aucun problème de santé, que vous êtes en forme, que vous dormez bien, que vous n'avez pas de stress, en excès, quoi, bien sûr, bah, je pense qu'on peut considérer que son microbiote doit être pas mal. Voilà. Après, c'est vrai que sinon, il faudrait faire son analyse. Voilà. Mais avec le fait que ces analyses-là, pour l'instant, ben, c'est un début, voilà, ça démarre. Comment trouver un gastro-entérologue compétent dans votre domaine? Alors là, c'est très difficile, Priscille, parce qu'en fait, quand je suis partie à la retraite, j'ai pas pu trouver un gastro qui travaillait avec la nutrition et donc dans la région. Et donc, j'ai orienté mes patients vers plusieurs thérapeutes à la fois. C'est-à-dire, j'ai dit, bah, c'est pas grave, vous allez voir un bon gastro-entérologue qui va vous faire des dépistages parce que bah, il y a souvent besoin de faire une coloscopie, une fibroscopie. Si vous avez des troubles digestifs chroniques, par exemple, bah, il va falloir faire à un moment donné des examens. Donc, trouver un bon gastro-entérologue, peut-être conseillé par votre pharmacien ou votre médecin traitant. Et puis à côté de ça, bah, avoir un médecin diplômé en nutrition, un pharmacien, un médecin, un naturopathe, quelqu'un de très bien qu'on vous conseille et qui est bien et qui va vous aider à modifier votre alimentation. Donc sûrement travailler avec plusieurs thérapeutes pour avoir un résultat optimal. Et puis surtout, n'oubliez pas que comme le stress est très important dans toutes les pathologies, que ce soit digestives et pas digestives, c'est très important de traiter ce stress en excès. Et donc, avoir un bon hypnothérapeute ou un bon sophrologue ou un bon acupuncteur, voilà, il faut avoir d'autres techniques à côté pour effectivement compléter l'efficacité du traitement de la nutrition. Moi, je dis toujours à mes patients, tous ceux qui ont beaucoup d'intolérance, par exemple alimentaire, je leur dis, plus vous allez stresser, plus vous allez augmenter vos intolérances alimentaires, parce que le stress, lui-même, il augmente la perméabilité de l'intestin. Donc, non seulement il perturbe le microbiote, il augmente la perméabilité de l'intestin, il augmente les intolérances alimentaires. Donc, si vous voulez arriver à remanger un peu plus quand même d'aliments, parce que vous êtes tellement intolérant, il va falloir traiter votre stress. Parce que le problème, c'est que quand vous avez des troubles digestifs chroniques et qui se chronicisent et que vous n'arrivez pas à en sortir, et ben la solution, c'est de prendre le problème par un autre bout et peut-être par la tête. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est dans la tête, hein, ça veut dire que le cerveau il joue un rôle extrêmement important aussi et que comme tout est lié, vous avez vu que tout est lié, et ben, il faut travailler sur les deux bouts en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'on peut boire de l'argile tous les jours? Alors, l'argile, c'est bien en traitement parce que ben, c'est un absorbant, etc. Alors après, est-ce qu'il faut le prendre tous les jours? Moi, j'aurais tendance à dire non, hein, parce que c'est un absorbant des bonnes choses aussi. Donc, ça traite, ça absorbe les toxines, mais ça absorbe aussi les bons nutriments. Donc, j'aurais tendance à dire pas tous les jours, non, en traitement. Alors, un bon microbiote, c'est manger dans la journée le plus varié possible. Bah oui, voilà, manger des fibres, manger des antioxydants, manger des oméga 3, bouger, dormir, enfin bon, tout ce qu'on a vu, tout ça, c'est important pour le microbiote. Donc, vous avez une fiche sur le site Il va bien. Donc, sur mon site, vous trouvez une fiche qui s'appelle Immunonutrition, qui est la dernière fiche que j'ai faite.
qui a été faite quand il y a eu Covid, justement, au départ. Enfin, au bout d'un moment, je bouillais, et puis je disais, mais personne ne parle du microbiote, personne ne parle du microbiote. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, il faut que je fasse une fiche sur le microbiote. Et donc, elle s'appelle Immunonutrition. Mais en fait, c'est une fiche basée sur le microbiote. Et donc, vous pouvez, moi, j'ai pas mal de personnes qui l'ont imprimé, accroché sur le frigo, etc. Et donc, vous allez retrouver tout, un peu tout, en résumé, tous les éléments qu'on a listés là et qui sont importants pour la santé du microbiote. Bah écoutez, un grand merci pour tous vos compliments. Ça fait très plaisir parce qu'en fait, on est toujours un peu privé de ne pas vous avoir. J'aurais bien voulu vous avoir tous sur l'écran, mais bon, ça risque de faire beaucoup. Donc, je voulais vous remercier à tous de vos compliments. Et puis, bah, écoutez, c'est très bien. À une autre occasion, on essaiera de faire encore un sujet qui vous intéresse. Merci, merci Geneviève, merci Priscille, merci Marie-Thérèse. Ah, Marie-Thérèse, qu'est-ce que... Où on trouve mes livres? Ah, ben les livres, vous les trouvez partout, ils sont dans la grande distribution. Mais si vous allez sur le site Il va bien, vous avez un lien et vous arrivez directement chez mon éditeur. Donc, vous arrivez directement chez l'éditeur, vous cliquez sur le lien, puis vous arrivez chez l'éditeur, donc c'est facile. Ben voilà, voilà. Ben écoutez, régalez-vous bien avec les livres, comme moi je me suis régalée à les écrire, parce qu'en fait, la médecine, c'est passionnant, mais on n'a jamais fini d'étudier. Hein. Il faut être conscient qu'on sait, même quand on sait beaucoup de choses, on a encore plein de choses qu'on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas orienter nos recherches dans toutes les directions. Donc, il y a plein de choses encore à découvrir. C'est absolument passionnant. Donc, n'hésitez pas à lire, à découvrir, à prendre d'autres livres aussi pour compléter, etc. Une fois qu'on commence à mettre le nez dedans, on se fait piéger et donc, c'est vraiment absolument passionnant. Eh bien, écoutez, un grand merci. Merci à tous. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, ben, portez-vous bien. Protégez bien votre microbiote hein, pour votre santé, parce que c'est très important le microbiote, vous avez vu. Donc, portez-vous bien et protégez-vous autant que votre microbiote. À bientôt. Au plaisir. Au revoir.